Bonjour à tous, c'est Julien de Kojo Coffee. On est ravis pour cette première vidéo de vous accueillir sur nos plateaux à Chênebourg pour vous parler de l'espresso. Alors, on a pas mal réfléchi avec Pierre à cette première vidéo, à cette thématique qu'on allait faire pour vous dans cette première édition. On a pensé à l'espresso parce que c'est, on va dire, tout pays confondu. Quand on parle café, on pense souvent à cette petite tasse qui, suivant les endroits, sera remplie un fond comme ça de 25 ml ou quelque chose de plus rempli comme en Suisse ou en France à 50 ml. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le pinacle de l'expérience café, mais en tout cas c'est vrai que c'est ce à quoi on pense quand on pense café. Alors il y a plein de manières de faire, il y a plein de manières de préparer un espresso. On ne veut pas pour cette première vidéo rentrer dans tout le détail, toutes les arcanes de comment est-ce qu'on fait, de ratio d'extraction, de comment est-ce qu'on prépare, du tour de main, des manières de tous les détails qui se cachent derrière une très belle tasse. On veut juste en fait passer sur comment est-ce qu'on apprécie cette tasse-là, comment est-ce qu'on sait que le résultat qu'on a tiré est bon ou pas, quels sont les mots pour caractériser l'espresso. On ne veut pas non plus faire de la sommellerie de café aujourd'hui, mais simplement voilà, vous donner les grandes lignes de ce que c'est une tasse d'espresso réussie, peut-être pas de comment on la prépare, mais des différentes étapes qui permettent d'y arriver. J'ai pour m'aider aujourd'hui Pierre, qui est derrière la caméra et qui va nous rejoindre dans quelques instants devant pour préparer quelques tests pour vous. Alors, quand on pense espresso, on pense immédiatement, très souvent, quelque chose de puissant en bouche, quelque chose qui va laisser un goût amer. C'est vrai que l'espresso, tel qu'on peut l'avoir en Italie, en France, en Suisse, on prend des endroits qui nous sont familiers, dans lesquels vous avez sans doute bu des cafés. On pense à ces deux notions-là. L'amertume, si on fait vraiment attention à sa dégustation, c'est quelque chose qui vient, on va dire, en deuxième partie de bouche, ou qui va venir sur la fin de la dégustation, au point parfois qu'on va avoir envie de prendre un petit verre d'eau derrière, qui est parfois fort opportunément servi en même temps que la tasse, pour faire passer ce surplus d'amertume qui nous aura peut-être donné envie d'ailleurs aussi de sucrer la tasse. Comme on le disait en préambule, on n'a pas envie de faire quelque chose de trop compliqué aujourd'hui. On ne va pas verser dans la sommellerie de café, mais on a envie de vous proposer une méthode simple pour vous habituer à évaluer vos tasses de la même façon à chaque fois, suivant vos propres critères, sur votre propre sensibilité. Et cette amertume dont on parlait à l'instant, dans cette méthode-là, on va la classer dans ce qu'on va appeler l'arrière-goût. Alors vous allez me dire, il y a 4 axes sur mon dessin. On reviendra après à l'image plus près, parce que je pense que ça part en tout petit ce que j'écris, mais on va filmer ça de plus près. Vous voyez qu'il y a encore 3 axes qui sont libres et qu'on va vouloir évaluer. On n'y pense pas assez, mais dans du café, dans une tasse de café, avant qu'il y ait des amers, il y a souvent des acides. Donc l'acidité, je vais la mettre ici. Une tasse équilibrée, elle ne va pas être simplement acide ou amère, elle va avoir, et le café en contient naturellement parce que c'est un fruit, il va y avoir une sucrosité. Tous ces facteurs que je suis en train d'inscrire pour le moment sur ma grille de notation sont des choses qui se retrouvent vraiment naturellement dans une tasse de café, de par la composition physique et chimique du café. Et de la même façon que pour un vin, par exemple, il va y avoir, en fonction du terroir, en fonction de la qualité du raisin qui a été planté et cultivé, en fonction de la façon de vinifier, il va y avoir des caractéristiques d'acidité différentes, de textures différentes. Pour le café, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que par rapport à la vinification, il y a une opération de plus, j'ai envie de dire, dans le sens où on va littéralement venir rôtir le noyau du fruit, qui est ce qui va donner le café. Mais cette opération ne vient pas changer radicalement ce qu'il y avait dans le fruit initialement, qui sont des composés organiques qui vont être responsables du goût, des arômes, mais aussi donc de l'acidité, de la sucrosité et de l'arrière-goût. Et le dernier axe qui reste ne renvoie pas à l'olfaction ou au sens du goût, mais va renvoyer au sens du toucher, et c'est le corps. Si je me permets encore une analogie avec le vin, c'est quelque chose qui a un rapport également avec un exercice de sommellerie, d'évaluer par le poids que la boisson a sur votre langue, par la sensation que vous avez sur l'intérieur de vos joues, sur la paroi des joues, le corps se juge de cette façon-là. Alors, chacun de ces attributs peut être plus ou moins intense dans votre dégustation et peut être plus ou moins plaisant. Je prends l'exemple, par exemple, de
de l'arrière-goût. On disait que c'était souvent sur ce critère-là qu'on va noter l'amertume et l'intensité de cette amertume. L'arrière-goût peut être plaisant ou pas, peut vous laisser quelque chose de sec et râpeux, au contraire être harmonieux. De la même façon qu'avec des spiritueux ou du vin, cet arrière-goût peut avoir une intensité qui se prolonge dans le temps ou pas, et avec une amertume qui sera plaisante ou pas. Idem pour le corps, idem pour l'acidité, il y a une dimension de plaisir et d'intensité. C'est-à-dire qu'un facteur va être noté en intensité, mais aussi en qualité. Quand on part sur des acidités, par exemple, non plaisantes, où on part sur quelque chose d'assez âcre, l'acidité va être en quantité vraiment là, vraiment présente, mais pas qualitative. Elle ne fait pas plaisir, donc on n'a pas envie d'assigner une bonne note à ça. Le corollaire de ce que je dis, et vous le sentez venir, c'est que ces 4 facteurs-là fonctionnent ensemble. Et une bonne tasse, c'est une tasse qui va réussir à finalement, de la même façon qu'un orchestre jouerait 2 concerts de manière harmonieuse, ces 4 paramètres vont devoir s'équilibrer d'une certaine façon. Alors, plus ou moins en fonction des cafés qu'on va avoir, qu'on va goûter. Mais c'est vrai qu'idéalement, on aimerait que l'acidité que je prends un exemple à l'instant soit non seulement plaisante, une acidité d'agrumes, une acidité voilà, qui soit agréable en bouche, mais qui soit dans le même temps contrebalancée par suffisamment de sucre pour ne pas vous donner au palais quelque chose de raide, d'un petit peu trop râpeux. Idem, si ce premier duo se répond convenablement et de manière harmonieuse, on n'a pas envie que les choses se terminent sur un arrière-goût qui soit déplaisant, soit trop court, qui s'évanouisse beaucoup trop vite, ou peut-être un petit peu trop sec, de la même façon que sur un vin ou un spiritueux, on va avoir une fin de bouche trop sèche, comme si les choses se terminaient de façon un petit peu rugueuse. Et vous comprenez la suite, si on a donc, ces 3 paramètres de réunis, mais que le corps était évanescent, qu'on a quelque chose de fin comme du papier à cigarette, qui n'est pas de substance, qui vous laisse l'impression de quelque chose de fluet en bouche, là aussi il manque quelque chose. Alors, si on veut être casse-pied, la meilleure des tasses, quelque part, même si c'est très subjectif, c'est une tasse où ces 4 paramètres se répondraient les uns les autres de manière, on va dire, harmonieuse et équilibrée en termes d'intensité. Il faut que le tout fonctionne ensemble. Et ce qui est magnifique, et on le verra dans de prochaines vidéos, c'est qu'en fonction de la recette que vous appliquez, en fonction de votre tour de main en tant que barista, en fonction des gestes que vous allez accomplir, sur un même café, une même machine, avec une eau qui soit identique d'une tasse après l'autre, on verra ensemble qu'on arrive à changer les rapports de force entre ces différents éléments et à se rapprocher de la tasse ultime que certains appellent le gutshot. Alors je vous propose de passer à une partie un peu plus pratique, même si malheureusement on ne pourra pas à travers la vidéo vous faire goûter ce qu'on va préparer. Mais Pierre et moi allons préparer 3 extractions différentes. Ces 3 extractions seront, on va dire, pour 2 d'entre elles caricaturales. On va faire une sous-extraction, une extraction, on va dire une surextraction, même si c'est compliqué de surextraire, mais on va essayer de faire ça, et une extraction équilibrée. Le but de la manœuvre, comme je le dis, c'est pas de vous faire goûter les choses, qu'on ne peut pas le faire malheureusement, donc vous nous rendiez visite, et vous êtes les bienvenus. C'est de vous montrer visuellement comment le café va couler dans les 3 cas, et vous dire, et vous aider en fait dans votre appréciation de ce que vous êtes en train de faire en tant que barista. Visuellement, vous donner des indices de ce qui est en train de se passer pour que vous sachiez, avant même de goûter une tasse, ce à quoi vous pouvez vous attendre. On tire les shots maintenant. On fait une première extraction qui est comme promis une sous-extraction. Elle est ici manifeste. On voit que l'écoulement est très rapide, il blondit très très vite. Ça coule manifestement trop fort. La créma, quant à elle, n'a pas une très belle couleur. Elle a pas... On se rend compte visuellement qu'il n'y a pas énormément d'épaisseur. Elle est assez évanescente. Donc tout ça sont les signes visuels d'une sous-extraction. Une extraction qui a un contact entre l'eau et le café, qui en termes de durée et de qualité
n'est pas satisfaisant. Cette fois-ci, à contrario, on remarque que ça coule très mal. D'abord, ça a commencé par couler par un spout avant d'arriver par le deuxième. C'est un écoulement qui est très lent, très foncé. Il va en s'accélérant, mais il a démarré très lent. Et ça, ce sont les indices visuels d'une surextraction. On va d'ailleurs arriver au volume désiré. On arrive à ce volume en trop de temps, un temps trop long. Le temps de contact entre l'eau et le café est trop long. En l'espèce, ici, une quarantaine de secondes, quasiment. Contrairement au shot précédent qui était sous extrait, ici on a une créma qui est très foncée, très tigrée, avec des accents très sombres sur le haut de l'image ici. Elle est nettement plus épaisse que la précédente créma. Mais ce qui se distingue au-delà de l'épaisseur, c'est surtout la couleur qui peut-être est esthétique, mais qui renseigne sur la surextraction. Donc une troisième extraction qu'on peut qualifier de normale s'écoule en forme de queue de souris de chaque spout, qui n'accélère pas trop sur la deuxième partie d'extraction, ne bondit pas trop vite. Visuellement, ce shot a priori est réussi. Il faut bien sûr le goûter derrière. Et donc le meilleur pour la fin, une jolie tasse avec une créma tigrée, ni trop claire ni trop foncée. On remarque de petites bulles à la surface du café, sur la partie basse de la tasse, sur l'image. Cela est dû à la fraîcheur du café qu'on a employé. Donc pas mal de CO2 qui est encore emprisonné au moment où on fait l'infusion, qui va se libérer dans la créma pour former ces bulles qu'on voit donc sur la partie basse de la tasse. Deuxième chose à savoir, comme cet espresso a coulé d'un petit peu haut, on a plus de bulles. Mais dans l'ensemble, la tasse est harmonieuse visuellement. Et on va maintenant déguster ces trois tasses et vous montrer les résultats sur un diagramme. Du coup, si on récapitule, on a fait 3 shots coup sur coup, une sous-extraction, une surextraction et une extraction normale. Et après avoir jugé visuellement de ce que ça pouvait donner quand on voit couler les cafés et quand on compare les crémas, on a reporté sur ce graphe ici les caractéristiques des shots qu'on a goûtés, qu'on a tirés puis goûtés. Le premier qu'on a tiré ensemble est représenté en rouge sur le diagramme qu'on a dessiné ensemble aussi au début de la vidéo. C'est donc une sous-extraction, et cette sous-extraction elle va se caractériser par une acidité maximale mais non plaisante, un corps vraiment très faible, un arrière-goût évanescent, ça s'évanouit très très vite en bouche, et quasiment pas de sucrosité. Donc on a quelque chose de raide, de râpeux en bouche, et en dehors de l'aspect visuel des choses, quand on voit que ça coule trop vite, on se rend vite compte si on n'a pas vu couler un café qu'il est sous-extrait, s'il présente les caractéristiques que je viens de décrire. Le magnifique losange noir ici, là, ça décrit la qualité de la tasse surextraite, pardon. Donc une surextraction, c'est dominé par 2 éléments principalement. Le corps, alors, il y a vraiment de l'épaisseur, on sent vraiment du poids sur la langue quand on a dégusté son expresso. Donc zéro problème par rapport à ça. Ça serait positif si, malheureusement, on n'avait pas les autres paramètres qui étaient disharmonieux par rapport à ça. En particulier l'arrière-goût, et bien souvent une amertume qui prend le dessus sur l'expérience, et qui va littéralement faire oublier tout le reste. Dans le sens où l'acidité n'arrive pas à répondre à cette amertume très forte, à cet arrière-goût déplaisant, et la sucrosité non plus. Donc on a quelque chose là encore qui est déséquilibré, qui n'apporte pas de plaisir à la dégustation, et qui bien justifie qu'on recommence l'exercice. A contrario, le losange vert ici décrit une extraction réussie. On voit visuellement que
il y a un certain équilibre entre les quatre caractéristiques qu'on est en train d'évaluer ici. L'acidité est moins importante que sur la sous-extraction, mais juste un petit peu. Et elle est contrebalancée de manière avantageuse et agréable par la sucrosité, qu'on a réussi à tirer en extrayant le café correctement. Le corps, lui, est inférieur à ce qu'on a trouvé sur la surextraction, on a quand même quelque chose de satisfaisant. Et enfin, l'arrière-goût laissé en bouche va être agréable, va être qualitatif, l'amertume va être maîtrisée, de telle sorte que si on reprend la vue générale, eh bien, on ait un équilibre entre les différentes forces sur les 4 paramètres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, et puis nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à la faire pour vous. On vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur notre channel, et si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout à vous abonner. On vous dit à tout bientôt.